Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. D'abord, Alexandre, des nouvelles de la course à la chefferie du Parti libéral du Canada. Celui qui trouvait pas ça important, le français, ben finalement, le parti trouve pas ça important de l'avoir sur le bulletin de vote. Oui, semble-t-il. Chandra Arya, qui était quand même le tout premier là, à s'être lancé officiellement dans la course à la chefferie du Parti libéral du Canada, qui a été officiellement écarté par le Parti libéral lui-même. Pour l'instant, on n'a pas eu de communication officielle là, qui explique en détail pourquoi M. Arya, sa candidature, sera pas retenue. Faut dire quand même que depuis quelques semaines, ça flottait dans l'air qu'il y avait des problèmes là, avec cette candidature-là. À commencer par le français, comme tu dis, il a été vivement critiqué quand même par certains de ses propres collègues. Je pense entre autres à la ministre du Patrimoine canadien, Pascale Saint-Onge, qui avait dit que sa candidature était pas à l'image du parti. Disons que déjà là, c'était fort. Puis il y avait tout un petit parfum là, d'ingérence de l'Inde, parce que c'est quelqu'un qui était assez proche du régime. Ça aussi, ça avait été soulevé comme question, sans preuve, évidemment, au départ, mais là, je suppose que le parti a fait toutes les vérifications. Oui, puis même si pour l'instant, on ne sait pas si c'est exactement en lien avec des allégations comme ça d'ingérence étrangère, est-ce que le Parti libéral du Canada, qui a eu, on se rappellera, là, beaucoup de tensions avec l'Inde dans les dernières années, veut mettre de l'avant un candidat unilingue anglophone très près du régime indien? Disons que ça se peut que ça ait joué dans la balance. Tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est que ce serait là dans les règlements du parti, on a le droit d'écarter un candidat selon toutes sortes de motifs. Là, par exemple, un manque d'engagement envers la démocratie. Donc, ça peut être assez flou, merci. Ou tout risque de réputation ou risque juridique. Est-ce que c'est là-dedans? Ça reste à voir. En tout cas, M. Arya est écarté pour l'instant. Et pendant ce temps, le candidat Carney lui continue à recevoir des appuis. Oui, puis il va peut-être être fatigué à la fin de sa fin de semaine parce qu'il a suivi M. Dynamo en personne, le ministre le plus infatigable de tout le gouvernement libéral. Je parle bien évidemment de François-Philippe Champagne, qui a commencé évidemment par donner son appui officiel à M. Carney, même si ça flottait dans les airs. Il a dit, embarque dans mon char, on s'en va sur le terrain. Ben, c'est correct que Shawinigan était proche de la Cité de l'Énergie, là, donc c'est correct. Fait que là, il l'a amené dans une ferme laitière, il l'a promené dans son comté. Oui, parce que la Cité de l'Énergie doit alimenter monsieur Champagne à elle toute seule. Il est branché direct. Sur le 200 volts, merci. Parce que là, c'est une ferme familiale qui est allée visiter premièrement avec M. Carney. Après ça, résidence pour personnes âgées. Après ça, un match des Cataractes. Se promenait partout. Disait, c'est le prochain premier ministre du Canada. Regardez donc ça. Bref, il a goûté un peu au traitement de M. Champagne, qui est un appui quand même assez important. Oui. Merci. Déjà fan des Cataractes? Est-ce que ça va fâcher les autres, les remparts? Mais dans le cas de Carney, à mon avis, c'est assez bon parce que lui, il connaît quand même rien à ça, la politique, puis le terrain, puis d'aller vers les gens, puis de serrer des poignées de main. Alors, il peut pas avoir quelqu'un de plus convaincant, de meilleur exemple que François-Philippe Champagne sur comment se comporter sur le terrain. Tellement apprécié. Bon, on pouvait avoir l'impression que l'interdiction du cellulaire à l'école allait frustrer, choquer des ados qui allaient trouver toutes les façons de contourner la règle. C'est peut-être pas le cas. Non, puis c'est une nouvelle qui est à la fois surprenante, puis peut-être, on va le dire, réjouissante, parce qu'on a commencé, même si pour l'instant le rapport final n'est pas remis, la commission spéciale sur l'impact des écrans chez les jeunes est quand même en train de travailler, là. Se rendre dans toutes sortes d'écoles au Québec, on consulté déjà là, au-dessus de 500 élèves de 5e année, du secondaire, vont les voir pour leur parler justement de cette fameuse interdiction-là. Parce que je rappelle, cellulaire en classe depuis le 1er janvier 2024, par décret, c'est réglé, là. On n'est plus censé l'avoir dans les classes. On se préoccupe plutôt de savoir, est-ce que pendant les pauses, est-ce que pendant le midi, on devrait laisser le téléphone aux jeunes pour qu'ils aillent sur TikTok et autres applications, consulter leur écran. Et il y a des écoles déjà au Québec qui ont pris cette décision-là, même si c'est une minorité, d'interdire tout cellulaire à l'école. Point barre. Moi, je suis pour ça. Oui, ben, et les jeunes le sont aussi, là, selon les consultations qui ont été faites jusqu'ici. Entre autres, le Collège privé de Rivière-du-Loup, qui, eux, ont déjà pris cette mesure-là, ont déjà pris les rênes là-dessus. Et à l'école, semble-t-il que les jeunes se réjouissent là, d'avoir été encadrés. Là. Puis c'est vraiment ce qui revient. Les jeunes ont le goût qu'on leur dise exactement un règlement pour savoir sur quel pied danser. Est-ce que c'est interdit? Oui. Parfait, on va se trouver d'autres activités. Sinon, ils vont sortir le cellulaire un peu par réflexe, un peu par dépit. C'est facile quand tout le monde le fait, parce que si t'es une dizaine à pas le faire, les autres continuent d'être alimentés sur les réseaux. Ça marche pas. C'est ça. Ouais. Puis c'est plaisant. C'est plaisant de voir un tel résultat, de savoir que les jeunes, si c'est une règle en bloc, ils vont vouloir la respecter. Puis comme tu le dis, si personne d'autre sort son sel à la table le midi, là, entre 2 bouchées de sandwich, t'as pas mal moins le goût de sortir le tien aussi. Ça crée toutes sortes de contacts, évidemment des meilleures conversations, d'être capable de faire d'autres activités aussi à l'école qu'on prendrait pas le temps de faire, par exemple, sur son heure de dîner, au lieu de juste
doom-scroller TikTok jusqu'à la fin du monde. Mais c'est intéressant de voir des résultats comme ça, puis c'est encourageant. Mais c'est surprenant quand même de voir que les jeunes soient d'accord. Là. Oui, ben c'est surprenant, puis en même temps, je me mets dans la peau d'un jeune au secondaire comme ça. Ça doit être plaisant de faire autre chose un peu. Tu sais, comme je dis, c'est par dépit que tu sors souvent ton téléphone. Parce que j'ai l'impression que les mêmes jeunes, ils disent, OK, on est d'accord de ne pas l'avoir à l'école, mais ils reviennent à la maison puis ils sont dessus tout de suite. Là. Oui, il faut peut-être prendre le retard, c'est sûr à 100%. La première chose. Ouais. C'est ce qui permet de garder le contact de la vie sociale. Maintenant, chez les jeunes, il y a quand même des avantages et des avantages. Oui, tu peux te promener dans les cases pour regarder le beau Jonathan là, sur le coin, sans lui parler. Beau Jonathan. Tu peux photographier si t'as pas ton sel? Ben non, mais c'est des images mentales, puis t'en parles avec ta copine à côté. Là, tu peux le texter, mais le soir. Exact. Pas pendant le jour. La presse qui présente un dossier ce matin sur les agressions sexuelles, mais selon l'âge des victimes et des coupables. Et ce qui est frappant, c'est la quantité de mineurs. Oui, sous la plume de Léa Carrier dans la presse. Puis c'est les mineurs là, qui sont mis à l'avant parce qu'on a sorti les statistiques là, du gouvernement du Québec. On dit là, que les adolescents commettent, toute proportion gardée, là, beaucoup plus d'agressions sexuelles qui sont rapportées que les adultes. Là. C'est en hausse dans les dernières années. On dit, là, depuis 2022, le tiers des auteurs présumés d'infractions sexuelles sont d'âge mineur. Là. On parle en 2022, par exemple, de 730 adolescents qui font l'objet là, de toutes sortes de plaintes d'agressions sexuelles. Puis c'est la même chose. Là. On dit que c'est 4 fois plus supérieur comme proportion chez les 12-17 ans. 12-17 ans que chez les 18 ans et plus. Et là, même si dans les médias, on s'entend, ça va être les gros procès d'agression sexuelle, les vedettes, par exemple, qui se font prendre la main dans le sac dans les MeToo, les cas sordides qui vont être rapportés dans les médias. Mais on parle pas vraiment des crimes des mineurs puisqu'on peut pas les nommer non plus. Donc, ils reviennent moins dans les médias. Pourtant, c'est une proportion qui est beaucoup plus élevée. Et chez les victimes, il y a un autre tableau là, qui présente les victimes. C'est complètement fou d'avoir c'est les 15-17 ans qui sont les plus victimes, ensuite les 12-14, ensuite les 18-19, mais si tu prends les victimes de 12 à 19 ans, c'est quasiment 80% de toutes les victimes. Là. Ah, c'est pas... Mais où est-ce qu'on l'a échappé? Tu sais, que ce soit des jeunes qui agressent moins de 18 ans, j'en reviens pas. Il y a témoignage à l'appui aussi dans cet article de Léa Carrier dans lequel on parle entre autres, mais une jeune femme, c'est un cas, je vais le dire, là, c'est dégueulasse à dire, mais type, là, dans le sens une jeune femme mineure se ramasse dans un party, consomme beaucoup d'alcool, elle a de la misère à se tenir debout. Mais parfois, il met de la drogue, elle consomme pas d'alcool tant que ça, puis à son insu, il arrive ça, puis il se réveille le matin, puis il se rappelle de rien. Il faut qu'ils se retracent l'histoire dans leur tête. C'est pas facile. Là. Absolument. Puis c'est franchement, je vais le dire, c'est franchement déprimant, sachant à quel point, dans les dernières années, il y a eu une progression sur la discussion sur le consentement, sur faire attention, par exemple, au partage d'images sexuelles, parce que ça revient beaucoup chez les jeunes. Ça, c'était peut-être la pointe de l'iceberg qu'on connaissait déjà. Là. Savoir que les jeunes partagent beaucoup d'images intimes, souvent sans consentement. Ça finit par créer toutes sortes d'incidents à l'école. On en avait beaucoup parlé de cet aspect-là, mais c'est beaucoup. On a fait de la sensibilisation. Ils sont plus sensibilisés, mais ils le font pareil. C'est un peu le... Est-ce qu'on n'a pas assez de cours d'éducation sexuelle? Tu sais, on a mis ça un peu de côté à un moment donné. Est-ce qu'on n'en parle pas assez? Je pense pas que c'est un manque d'information. Je sais pas. Oui, surtout que sur les réseaux sociaux. C'est un manque de sensibilisation ou d'information. Là. Non, sur les réseaux sociaux, c'est des mouvements qui ont été amplement partagés, qui ont été portés aussi beaucoup par et pour les jeunes sur les réseaux sociaux. Mais comment ça se fait qu'on voit une si grande proportion que ça? Est-ce que c'est le fait qu'il y a une espèce de sentiment d'impunité parce qu'on est mineur, que ça se passe dans un party, fait que c'est pas grave. Tu te penses supérieur aux femmes? Oui, ça a des conséquences qui sont dramatiques dans tous les cas, puis c'est intéressant là, qu'on se penche sur ce phénomène-là. On a parlé des fermetures, des pertes d'emploi, là, des fermetures des entrepôts, des centres de tri chez Amazon. Mais là, il y a des anciens sous-traitants d'Amazon qui passent à la trappe aussi. Oui, ça, c'est l'histoire qui en finit plus de finir. Là. On savait au début, c'était ça le chiffre. 1700 employés d'entrepôts d'Amazon. C'était ça les questions. C'est les emplois directs. Mais c'est ça, c'est les emplois directs. Puis là, on se rend compte que l'espèce de licenciement sauvage, parce que c'est le terme qui revient là, dans la bouche d'à peu près tout le monde qui s'est fait licencier, sauvage, se ramassent eux aussi à pu du tout avoir d'emploi. Là. C'est le cas, par exemple, pour des petites compagnies qui étaient des sous-traitants pour Amazon. Mais quand on dit sous-traitant, d'accord, on dirait que ça fait référence à une compagnie qui en ferait un peu par-ci, par-là, mais il y a de ces sous-traitants-là qui étaient exclusifs Amazon. Là. C'est des gens qui, selon les témoignages, par exemple, recueillis par nos collègues du journal, avaient même un manteau Amazon, là, qui se promenait avec tout ça, qui faisait l'entièreté de leurs commandes là-dessus. Et mais qui, ça pourrait être plus, légalement, je ne suis pas un spécialiste du droit du travail et des entreprises, mais c'est sûr que ça peut être contesté. Si tu es un fournisseur, mais que tu as un seul client, toujours le même,
puis que, tu sais, je veux dire, tu fais son travail, tu prends ses ordres, tu mets son manteau, puis tout ça, je veux dire, c'est comme... Ah, puis c'est même... Tu l'apprends par ton boss, là. Dans une rencontre, t'arrives le matin, tout le monde, OK, bonjour tout le monde, en passant, plus d'emploi, bye. Ça manque un peu d'humanité. Hein? Ça manque beaucoup d'humanité. Là. Je rappelle quand même qu'Amazon sont revenus, ont fait une petite marche arrière en se disant ouverts à discuter avec les gouvernements du Québec et du Canada, mais pour l'instant... Ouais, mais ils veulent dire qu'ils veulent discuter des centres de données. Là. Je pense, j'ai pas compris qu'ils étaient prêts à discuter de la possibilité d'annuler leur... Ils veulent discuter des autres dossiers, en tout cas. Ils ont réagi à une menace. Ouais, en tout cas, on va le dire comme ça. On commence déjà à réparer des nids de poules à Montréal. Ouais, et c'est même si par rapport à 2024, à même comparaison avec l'an dernier, on a rapporté moins de nids de poules, du 1er au 21 janvier, le 3-1, 650 requêtes pour réparation de nids de poules ont déjà été envoyées à la ville de Montréal en 21 jours seulement. C'est... comme à chaque année, pas une nouvelle qui surprend, mais chaque fois que ça revient, on dirait que ça frappe, de voir à quel point les rues de la métropole sont endommagées. Mais je répare, semble-t-il, déjà. Semble-t-il. Là, on prévoit investir juste de 2025 à 2034, c'est 600 millions de dollars. 600 millions qui est investi juste pour les nids de poules. La question, c'est connaissez-vous des rues qui n'ont pas de nid de poules? C'est plutôt ça, la question. C'est ça, puis qui reviennent des fois dans des endroits qui sont... On se comprend là, absolument névralgique. Là. Moi, celui qui me vient en tête, là, vous allez il va peut-être vous rentrer, vous aussi, dans votre tête, là, celui juste avant le pont Jacques-Cartier. Vous sortez de Montréal. Mais toute l'allée vers le pont Jacques-Cartier, Papineau au complet, ça revient à chaque saison un champ de mine. Là. Ah, puis de mine, surtout la voie de droite, la dernière, celle du bord, là, c'est infernal. Là. Faut que tu fasses attention, faut aller lentement, Puis... Notre collègue Benoît Dutrisac, l'autre fois, m'a envoyé le matin. Il a dit, va prendre en photo ce nid de poule-là, ça n'a pas de bon sens. Je suis allé faire un tour, puis je vous dis, la mélodie, là, c'est bam bam. Est-ce que le problème, c'est les températures qui sont trop changeantes ou encore on utilise toujours le plus bas soumissionnaire, donc on lésine sur la qualité? Des routes sont trop vieilles. Là. Ces routes-là sont... C'est que ça se répare. Un nid de poule, ça se répare pas vraiment. Ça se patche, mais ça... C'est un band-aid sur une plaie ouverte. Tu refais pas complètement la rue. Là. Le stock que tu mets pour patcher, là, c'est une question de temps. Là. Il va commencer à s'effriter, ça va se revider. Puis souvent, le trou va s'agrandir. Là, tu comprends? Avec la fois d'après, quand ton nid de poule se reforme, là, il va en craquer un peu tout le tour. Il est juste un peu plus grand et un peu plus profond. Puis là, on trouve ça terrible, les nids de poule qui se rendent jusqu'au pont. Mais imaginez, le jour où on décide de les réparer, comment ça va être le bordel? Ouais, c'est ça. Parce qu'un jour, il faut que tu refasses la route. Tu refasses de l'asphalte neuve au complet. Ouais, c'est ça. Et en rafale, la grosse fin de semaine de Donald Trump, il y a eu de tout. Ouais, c'est assez étourdissant, merci. Là. Déjà samedi, qu'il était, là, comme l'a mentionné Isabelle tantôt, là, revenait de la Californie, de la Caroline, est allé faire des tournées là-bas pour les diverses catastrophes naturelles qui ont frappé, mais finissait ça en grand samedi à Las Vegas pour une espèce de... C'est vraiment comme une tournée de la victoire. Là. Après une semaine absolument chargée, ben oui, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, ça fait juste une semaine de temps que Donald Trump est de retour. En fait, ça fait pas une semaine qu'il est surmonté. Non, exact. Quelques heures, ça va faire une semaine. Dans quelques heures, ça va faire une semaine. Mais là, c'était étourdissant. Là. Déjà, des propos, là, je rappelle, il a parlé avec la Jordanie et l'Égypte au téléphone, a parlé de vouloir nettoyer la bande de Gaza, demandé à ces deux pays-là d'accueillir beaucoup plus de réfugiés palestiniens. Pour quel but? À Gaza. Ouais, pour pas qu'ils retournent à Gaza. Là, parler d'un endroit fantastique pour y construire des logements. Il y a évidemment eu cette prise de bec avec la Colombie, parce qu'ils ont commencé à déporter dans parfois des opérations légitimes, parfois un peu un show boucan, on va le dire en bon français, là, des opérations de presse. Mais la Colombie semblait pas aimer les avions militaires américains qui débarquaient sur son territoire. Ouais, pour débarquer toutes sortes de migrants illégaux. Et donc, on commençait à refouler ces avions-là. Ça n'a pas plu au président américain. Menacer le pays de sanctions de 25%, qui est un peu c'est vraiment la carte, la carte à jouer dans presque toutes les situations. Vous savez pas trop quoi faire en diplomatie, 25% de tarifs. Puis hier soir, c'était réglé. Mais hier soir, c'était réglé. Par miracle. Donc, la Colombie a accepté toutes les conditions américaines et là, on s'est rétracté sur toutes ces menaces de sanctions-là. Et il y a eu aussi un appel téléphonique, pas un perfect phone call cette fois-ci, Mario, entre la première ministre du Danemark, Mme Mette Frederiksen, et Donald Trump. 45 minutes de temps. Mme Frederiksen s'est faite demander le Groenland.
Je résume ça simplement, là, mais on sait que M. Trump, depuis un moment, disait comme ça de ce que je croyais être un bluff ou une blague, là, très sincèrement. On aimerait avoir le Groenland, on veut vous l'acheter, mais là... Ce que je comprends, c'est qu'essentiellement, il demandait un prix. Là. C'est comme si je voulais t'acheter ton char. Là. Tu me fais ça combien, ton char? Là? Mais j'aime mon auto, Mario, je ne veux pas la vendre. Puis tu marcelais pendant 45 minutes pour que je te vende mon auto pareil. On dirait une game de Monopoly. Un appel qui a été décrit comme horrible par les observateurs qui étaient sur place, une véritable douche froide. Est-ce qu'il va y avoir des suites autour de ça? Ça reste à voir. Le fils de Justin Trudeau qui se lance en musique. Ça fait beaucoup réagir. Hein? Je me rappelle quand Ron et Charles aussi avaient lancé de la musique, le fils de Céline Dion. Donc oui, Xavier James Trudeau a publié une vidéo qui a fait énormément réagir cette fin de semaine. Celui qui est suivi par 20 000 personnes sur Instagram va lancer le 21 février une chanson qui s'intitule Till the Night's Done. Voici un extrait de ce que ça va donner. On n'entend pas grand-chose, mais Sophie Grégoire a commenté quand même sa mère sous sa publication Good Work Guys. Donc, à suivre. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Est-ce qu'il va souffrir d'être le fils de ou est-ce que ça va l'aider? Je ne sais trop. C'est toujours un mélange des deux, hein? T'sais, ça l'aide. On en parle ce matin. On en parle ce matin, là, c'est ça l'aide du point de vue publicitaire, mais c'est sûr que de l'autre côté, il y a des gens qui ont déjà décidé que c'était pas bon parce que c'est le fils d'eux. Fait que ça joue des deux côtés. Et donc, on aura une reprise du Super Bowl d'il y a 2 ans. Oui, pour le meilleur et pour le pire, hein, ce qui était peut-être le scénario que certains amateurs voulaient éviter, soit une reprise, encore une fois, Eagles-Chiefs, mais c'est exactement ce qui va arriver. La première partie là, qui se disputait hier, c'était entre les Eagles et les surprenants Commanders, quand même Jaden Daniels, carrière recrue, qui a bien fait en début de match surtout, mais ça finit par complètement s'effondrer face au jeu au sol des Eagles qui était beaucoup trop fort. Saquon Barkley, encore une fois, qui prouve qu'on a bien fait d'aller chercher du côté des Eagles. Encore une fois. Premier jeu du match, hein? Premier jeu du match. On lui remet le ballon puis il va faire un toucher qui traverse le terrain. On venait de faire une séquence de 18 jeux du côté des Commanders. Finalement, ça s'était terminé en beauté. Et là, premier jeu des Eagles, pif, paf, touché, énorme course de Saquon Barkley, ça a donné le ton, puis finalement, les Commanders se sont fait rosser 55-23, un score gigantesque. Ça a dû te plaire pas mal, ça, Mario? Oui, mais ça peut être stressant. C'est bien. Ça n'a pas été stressant. C'est bon pour mon cœur. L'autre partie était pas mal plus stressante, celle-là, surtout que ça s'est terminé dans la même manière dramatique que ça se finit, on s'entend-tu? Presque tout le temps, chaque rencontre, Chiefs-Bills, encore une fois une victoire à l'arraché qui s'est faite hier 32-29, donc par une seule possession, un seul botté, les Chiefs l'ont emporté, puis encore une fois, ce qui va être retenu beaucoup dans ce match-là, c'est une autre présence de Kansas City au Super Bowl, mais c'est surtout encore une fois les officiels. Les officiels qui se font critiquer beaucoup depuis le début de la saison, d'être toujours du côté des Chiefs, de lever, disons, ils ont le drapeau rapide là, quand il s'agit de Patrick Mahomes. C'était moins vrai hier. Mais c'est juste, c'est ça. Ce 4e jeu est genre un pied ou deux à gagner. Ouais. Puis Josh Allen fonce dans le tas. Puis là, après ça, le ballon est dans ses bras. Les arbitres ont dit qu'il n'a pas traversé la ligne. Donc là, c'est fini pour les Bills. C'était les Chiefs qui prenaient le ballon. Ouais. T'as beau voir la reprise. Le ballon, il est dans ses bras. Ben oui, regardons par image, Mario, pour ceux qui nous suivent en visuel. C'est l'épaisseur du cuir du ballon. On voit Allen qui se fait presque porter par des joueurs des Chiefs. Il y a un officiel qui, d'un côté, lui, pensait que c'était passé. Mais moi, ce que je m'explique pas, comme fan des Eagles, c'est quand les Eagles font ça, là, le touche-push. Oui, mais il y a un joueur des Eagles qui vient et qui pousse le corps arrière. Là, il y en a un qui est parce qu'il tombe. Hein. Le gars des Bills qui essayait de le faire, il perd pied. Mais qui n'ont pas vraiment bien poussé Allen. Là, parce qu'il l'aurait eu, en tout cas. Ça pour dire que au centimètre près, ça fait du chialage contre les arbitres. Il restait 2 minutes à la partie, puis c'était un 4e essai névralgique. Finalement, les Bills s'en sont jamais remis. Nommez-moi un sport où on n'est pas fâché contre des arbitres. Ah. Ben. Ouais. La sagesse qui parle.